L'albinisme est encore une maladie très mal connue et très mal vécue dans nos pays. À une époque où la tolérance et la diversité sont mises en avant partout dans le monde. Mais les personnes albinos y sont souvent victimes d'exclusion, de persécution et même d'assassinats dans certaines sociétés à cause de la persistance de fausses croyances et légendes conférant des pouvoirs mystiques aux personnes atteintes d'albinisme. Ce soir, mesdames, messieurs, nous vous proposons d'en savoir un peu plus sur cette maladie largement méconnue. Pour en parler, nous avons sur ce plateau le professeur Lumingu Lenga Ida Aurélie. Elle est en effet professeure agrégée de dermatologie, chef de service de dermatologie au Centre hospitalier universitaire de Brazzaville, présidente de la Société congolaise de dermatologie et des infections sexuellement transmissibles. Elle va nous expliquer tout ça dans un instant. Professeur, bonjour. Bonjour. Alors, ma première question va vous paraître certainement étrange. Vous ne vous étiez pas préparé à ça. Dans vos responsabilités au niveau de la présidence de l'association, vous êtes chargé des infections sexuellement transmissibles, les IST. Quel rapport avec la dermatologie qui est votre spécialité? Rassurez-vous, on reviendra sur l'albinisme après. Merci. C'est juste une question parenthèse. Oui, merci beaucoup. En fait, les dermatologues sont aussi des vénérologues. Et les gens ne réfléchissent pas souvent sur la signification du mot vénérologue. Vénérologue, ça vient de maladies vénériennes, c'est-à-dire les maladies qui touchent en fait les voies génitales et qui sont transmissibles. Alors, avant de dire dermatologue, vénérologue, les sociétés de dermatologie, en tout cas francophones, disaient dermatologie, syphiligraphie, parce que la syphilis était la pathologie la plus dangereuse à l'époque. On disait la grande vérole, et c'était la pathologie la plus dangereuse, transmissible par voie sexuelle. Et plus tard, on a dit maladie vénérienne. Et puis, il y a eu un petit combat avec les infectiologues pour dire qu'ils pouvaient s'en occuper aussi des maladies, des infections sexuellement transmissibles, puisqu'ils sont infectiologues. Et on a trouvé un compromis. Et la vénérologie, en fait, est dite aussi infection sexuellement transmissible, mais pas que, parce que les dermatologues s'occupent aussi des autres maladies, pas seulement infectieuses, mais inflammatoires des voies génitales, maladies tumorales des voies génitales. Et donc, finalement, ils s'occupent de toutes les muqueuses, parce que la plupart des maladies qui touchent la peau touchent aussi les muqueuses. Alors, je donne un exemple assez courant, c'est celui de la rougeole. Par exemple, quand un enfant fait une rougeole, en général, le médecin va regarder à l'intérieur de la bouche pour chercher un signe que les médecins appellent le signe de Koplik, qui est en fait une inflammation à l'intérieur de la bouche. Et il y a beaucoup de maladies comme ça. D'accord. On revient sur notre sujet principal, l'albinisme. Professeur, qu'est-ce que l'albinisme? En français facile, hein, pour que... Oui, on va parler pour tout le monde. Oui, pour tout le monde, oui. Voilà. Alors, l'albinisme, en fait, c'est une affection. Alors, c'est une affection, parfois on peut dire un état, parce que ce n'est pas toujours voyant comme on le pense. Alors, l'albinisme, donc, pour faire simple, c'est une affection qui touche la pigmentation. Elle est différente des autres affections qui touchent la pigmentation parce qu'elle est génétique et elle est transmise à la descendance. Ça, c'est le français facile, ça, hein? Vous êtes Le sûr? français facile, en français facile, on peut dire que c'est une maladie dans laquelle un sujet, un individu, naît avec une dépigmentation, une absence de pigment. Mais ce pigment-là, on l'appelle la mélanine. Et une absence de pigment, ça donne généralisé. Il faut que ça soit généralisé, qui peut toucher les yeux, la peau, les cheveux. Et bon, quand on dit absence de pigment,
vous verrez plus tard qu'il y a plusieurs types d'albinisme. Des fois, c'est une diminution du pigment, une difficulté de fabrication du pigment qu'on appelle la mélanine. Ok. Alors, quelles sont les causes de cette maladie? Alors, les causes de l'albinisme sont génétiques. Alors, si je dis génétique, ça va encore être compliqué. Ce qu'il faut savoir de façon simple, c'est que c'est dû donc à un accident. Alors, cet accident-là, en médecine, on l'appelle une mutation. Une mutation, c'est un changement, une transformation qui se fait dans le bagage le plus petit de l'espèce humaine. Donc, à l'intérieur de la cellule, il peut se passer un accident. Un accident soit de manque, soit d'ajout. Et dans l'albinisme, cet accident fait que le pigment mélanique ne soit pas bien fabriqué ou ne soit pas fabriqué du tout. Vous avez parlé de manque ou de plus, c'est quoi? Ça veut dire quoi ça? Manque, vous avez bien précisé, mais le plus, c'est quoi? Alors, oui, en fait, à l'époque, on disait l'albinisme qui a la tyrosinase plus. Alors, la tyrosinase, c'est une protéine qui est à l'intérieur du corps et à partir de laquelle se fabrique le pigment. Mais il ne faut plus prendre les choses tout à fait comme ça parce qu'il y a tellement de types d'albinisme. Il y en a 23 et dans les 23, l'erreur, l'accident dont on parlait tout à l'heure ne survient pas sur le même endroit, à l'intérieur de la cellule, à l'intérieur du noyau. Cet accident-là ne touche pas le même endroit. Et par rapport à ça, on va avoir des albinismes qui parfois ne sont pas perçus comme tels dans la société parce que les gens sont un peu plus colorés, n'ont pas de problème de pigmentation au niveau des cheveux, par exemple. D'accord. Et comment se transmet cette maladie, professeur? Alors, la transmission... Est-ce que c'est contagieux? Non. C'est une maladie génétique. Oui. Donc, ça fait partie des maladies qui ne sont pas contagieuses parce qu'il n'y a pas de microbes. Donc, on la transmet par contre dans le bagage qu'on transmet à sa descendance. C'est-à-dire que c'est vraiment à l'intérieur du corps que ça se passe. C'est héréditaire, oui. C'est héréditaire, oui. Alors, maintenant, il y a deux types de transmission. Il y a une transmission qui va toucher les chromosomes qui ne sont pas sexuels, mais il y a une transmission qui va toucher le chromosome X, le chromosome sexuel qu'on appelle X. Et là, il y aura des différences dans la transmission à cause de ces deux possibilités. Et la différence, c'est quoi? Alors, quand la transmission est autosomique, c'est-à-dire n'est pas liée au sexe, l'albinisme, c'est la forme la plus fréquente, même si c'est plusieurs formes, hein, c'est-à-dire en général, ce sont les albinismes qui touchent la peau et les yeux. Alors, quand la transmission est autosomique, on transmet à 1/4 de sa descendance, c'est-à-dire à 25% d'enfants, que ce soit des garçons ou des filles. Alors que quand ça touche le chromosome X, vous savez que les femmes ont 2 chromosomes X et les hommes ont un seul chromosome X, l'autre chromosome est appelé Y. Et quand c'est transmis au niveau du chromosome X, par le chromosome X, ça va toucher les garçons. Les filles seront porteuses, mais les garçons vont développer donc l'affection. Et ça sera 50% des garçons, donc un taux plus élevé que dans l'autre cas. Donc les filles, dans ce cas-là, ont des traits, simplement. Oui, elles ont des traits. Il y en a elles peuvent transmettre. Elles peuvent transmettre, oui. Elles peuvent transmettre par rapport au chromosome X. Si elles ont un garçon, ça peut arriver qu'elles transmettent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différents types d'albinisme qui existent au monde? Merci. Dans le monde, actuellement, il y a 23 types d'albinisme.
alors qui ne touchent pas le même gène et qui ont en fait une répartition inégale. Par exemple, au niveau africain, chez le noir africain, c'est le type 1 qui est le plus fréquent. Le type 1, et puis il y a le type 2, le type 3, mais le type 1 est le plus fréquent. Alors, quand on va au Japon, c'est le type 4 qui est le plus fréquent. Et donc, selon les types, on peut avoir une dépigmentation des cheveux et des yeux. Alors, tous ces albinismes-là vont toucher, qui sont appelés oculocutanés, albinisme oculocutané, donc vont toucher les yeux et les cheveux, mais pas avec la même importance, selon le type. Définissez-nous par exemple le type 1. Oui. Le type 1, c'est le type dans lequel on trouve une dépigmentation au niveau de la peau. Oui. La peau est très blanche, les cheveux sont décolorés et les yeux sont aussi décolorés, dépigmentés. Voilà. Ça, c'est vraiment l'albinisme 100%, quoi. Voilà. Et le type 2? Dans le type 2, la pigmentation est un peu plus présente, elle est plus apparente et parfois on peut avoir des cheveux qui sont roux et les yeux sont toujours atteints, soit au niveau de la motricité, soit au niveau de la couleur. Et le type 3? Dans le type 3, c'est un peu intermédiaire entre les deux. Il est plus métis que albinos, quoi. Voilà. C'est intermédiaire entre les deux types précédents. Ça s'arrête à 3 ou ça va jusqu'à... Non, ça va jusqu'à 10 dans les albinismes oculocutanés. Mais les autres ne sont pas très étudiés, ne sont pas très fréquents, par exemple, dans nos régions. Alors, le type 4, c'est le type qu'on trouve le plus au Japon. Le type 4, c'est japonais. 4. Enfin, en Asie, tout au moins, non? Surtout le Japon. Surtout le Japon. Surtout le Japon. On peut le trouver ailleurs, mais c'est surtout le Japon. Mais pourquoi cette particularité au Japon? Mais on ne sait pas pourquoi les mutations se font. C'est un peu le problème de la génétique. Peut-être ce qu'on appelle le système HLA, le système tissulaire. On ne sait pas tout à fait pourquoi ces accidents se passent pendant la période embryonnaire. On ne sait pas. Non, ce que je voulais savoir, c'est pourquoi particulièrement le type 4 au Japon? Oui, mais ce sont justement les aléas de la génétique par rapport à l'environnement. Et par exemple, il y a des types qui existent, par exemple, à Porto Rico. Il y a un type qui existe à Porto Rico qui n'est pas le même type que celui qu'on voit chez le noir africain. Ah oui. Oui. Il y a des particularités comme ça. Des particularités qui donnent un aspect un peu métissé et c'est très fréquent. Ok. La conséquence de tout ça, c'est... La conséquence est d'abord sociale. Ça, vraiment, il faut en tenir compte. Il y a vraiment des rejets dans la société. Ça commence d'abord dans la famille, dans le clan, et puis plus tard, lors de l'insertion scolaire, et puis professionnelle. Donc ça, c'est des conséquences graves. Ensuite, il y a des conséquences scolaires aussi, elles sont sociales, mais le fait qu'on n'accommode pas bien, là je vais partir un peu de la dermatologie pour parler un petit peu de l'ophtalmologie, puisque ce sont des personnes qui peuvent avoir des troubles importants au niveau des yeux et ils ne suivent pas bien leur scolarité quand ce n'est pas corrigé ou quand ce n'est pas pris en compte par l'enseignant. Et puis, alors après, il y a les conséquences cutanées. Les conséquences cutanées sont de deux types, deux grands groupes. Il y a les aléas, les conséquences de l'ensoleillement. Donc,
qu'on appelle l'héliodermie, hein, donc ensoleillement, qui sont de plusieurs types. Ça peut aller des taches simples jusqu'au à l'épaississement de la peau, à la diminution de la taille de la peau. Et puis, il y a des conséquences plus graves qui sont des cancers, notamment les cancers qu'on appelle des carcinomes épidermoïdes, qui sont des cancers qui sont graves, hein, à malignité, on dit locale, important, c'est-à-dire qui vont avoir des répercussions pas seulement sur la peau, mais sur les tissus profonds. Donc ça s'enfonce assez profond dans le corps. Et puis ça donne aussi des métastases. Alors ça peut donner des mélanomes malins, c'est-à-dire des cancers au niveau des cellules pigmentaires. Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a 1 à 2% dans cette population. Mais les plus fréquents sont les carcinomes épidermoïdes, qui sont graves. J'ai une question à l'oreillette là. Est-ce que un couple d'albinos donne automatiquement un enfant albinos? Non, non. Un couple d'albinos ne donne pas automatiquement un enfant albinos, puisque on voit bien dans les familles, parfois sur 4... Bon, c'est pas courant, hein, c'est pas des exemples courants. Hein. Oui. Mais comment ça se passe alors dans ça? Oui, mais en fait, c'est le problème de la transmission qui fait qu'il n'y a qu'un enfant sur 4 qui sont touchés dans le type non sexuel, qui touche le chromosome qui n'est pas sexuel, donc le type autosomique, un enfant sur 4. Alors si ça touche le chromosome X, oui, c'est un enfant sur 2, mais à ce moment-là, ça ne va toucher que les garçons, c'est-à-dire les filles seront touchées, mais ne vont pas développer l'affection. Bon. C'est quand même un phénomène complexe. Hein. C'est très, très complexe et chaque jour, on découvre des types d'albinisme. Il faut savoir qu'en dehors de l'aspect albinisme oculocutané, il y a en fait, en réalité, 3 grands groupes. Alors, le premier groupe, c'est oculocutané de 1 à 10, mais le deuxième groupe, c'est l'albinisme qui ne touche que les yeux. Ça, on n'en parle pas beaucoup. L'albinisme... Il est albinos, mais que des yeux. Que des yeux. Donc, les yeux sont dépigmentés et puis ont des problèmes de motricité, c'est-à-dire on n'accommode pas bien, ou on a un strabisme, ou on a des mouvements un peu comme ça, incoordonnés. Et puis, il y a un type d'albinisme... Et on a beaucoup de cas comme ça au Congo? Mais, au Congo, on n'a pas encore déterminé réellement le type, parce qu'il faut faire des recherches, hein, il faut faire la biologie moléculaire pour bien développer. Je pense que ça va venir. En fait, on extrapole un peu sur le type en prenant un peu les statistiques de la sous-région. Mais on n'a pas encore vraiment vérifié quel est le type qui a le plus vérifié quelle est la prévalence ou l'incidence des autres types. Le troisième type, c'est l'albinisme qui touche les viscères. Parce que ça, on l'oublie. Il y a l'albinisme qui va toucher la peau, mais qui va aussi donner des maladies sanguines, des maladies neurologiques. Et ça, on ne sait pas chez nous, la proportion, on ne sait pas encore, mais on va... mais il y a des cas déjà, il y a des cas déclarés chez nous, au Congo. Sûrement, il y a des cas, selon les régions du monde, ça va... Non, je parle du Congo. Au Congo, sûrement, il y en a. Il faut qu'on voit avec les pédiatres et les neurologues, mais sûrement, il y en a. Il y en a sûrement. Est-ce qu'on a parlé des complications possibles, professeur? Oui, nous avons parlé des complications qui sont dues au soleil et puis qui donnent toute une panoplie de choses, donc des rougeurs, hein, que nous on appelle des lucides, c'est-à-dire vous voyez des personnes atteintes d'albinisme qui sont bien homogènes
sur les zones que les habits couvrent et sur les zones que les vêtements ne couvrent pas. Quand ils ne se protègent pas bien, ils ont un vieillissement précoce et ils ont des rougeurs tout le temps, puis des taches, un épaississement de la peau qui touche surtout le cou derrière. Et pourquoi le cou niveau derrière? de la nuque, mais parce que c'est une zone qui est vraiment exposée au soleil quand on se penche et tout, parce que le décolleté devant est protégé par le menton et parfois par les vêtements. Mais cette zone, elle est souvent touchée, donc elle fait des plis, la peau s'épaissit. En fait, ce sont des lésions de vieillissement cutané, de vieillissement précoce. Alors, professeur, une question qui vous paraîtra certainement naïve. Peut-on éviter cette maladie? Merci. Oui, on peut l'éviter par le conseil génétique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le monsieur et la dame qui veulent avoir un enfant consultent en fait des médecins qui les conseillent par rapport à leurs antécédents. Ça peut aller jusqu'à, si par exemple il y a eu déjà un cas d'albinisme dans la famille, on peut faire de la biologie moléculaire, c'est-à-dire c'est une recherche qui se fait en laboratoire pour savoir si vous avez le gène de l'albinisme. En ce moment-là, on vous déconseille Non, parce que ça, c'est un problème éthique. On ne peut pas demander à quelqu'un de ne pas se marier avec la personne de son choix. Ça, c'est un problème éthique. Mais ça se fait dans le cadre de la drépanocytose. On peut aussi. Parce que dans l'albinisme, tant qu'on a évité le soleil, tant qu'on a bien évité le soleil, on a pris les précautions d'usage de l'albinisme, on peut vivre longtemps sans avoir de problème. Alors que dans les autres cas de maladies génétiques, on ne choisit pas toujours. Cash, quoi. Ça peut vous mettre dans... Comment on peut éviter le soleil sous les tropiques? Oui, c'est vrai que sous les tropiques, c'est difficile d'éviter le soleil. Mais par exemple, là, actuellement, nous sommes dans le projet de dépistage. Nous y sommes depuis 5 jours de dépistage de lésions cutanées, donc prélude donc à la journée internationale de l'albinisme qui sera le 13 juin. Donc nous sommes en train de faire des dépistages de maladies de la peau chez les personnes porteuses d'albinisme et on leur donne des conseils. Ce sont des conseils simples. Alors, en réalité, les conseils vont porter sur les vêtements d'abord. Les vêtements, il faut qu'ils couvrent la personne. Il faut que les chemises aient des manches longues. Il faut que le décolleté ne soit pas apparent en période d'ensoleillement. Il faut mettre des chapeaux ou des parasoleils. Et puis, après, il y a les heures. Il y a des heures pendant lesquelles quelqu'un qui porte l'albinisme ne doit pas régulièrement s'exposer. Et puis après, une fois qu'il fait moins chaud, il peut sortir. Donc il faut un peu coordonner sa vie par rapport à ça. Et puis après, il y a les écrans, les crèmes solaires, les écrans solaires que l'on peut appliquer, mais il faut quand même qu'il y ait les conseils de protection vestimentaire. Mais il y a des écrans soleil, justement, parlons-en, il y a déconseillés parce qu'ils sont soi-disant cancérigènes. Non, ils ne sont pas cancérigènes. Les crèmes solaires? Les autobronzants, c'est autre chose, ça appelle le soleil. Mais il y a des produits qui rejettent au contraire les rayons solaires, c'est-à-dire qu'ils les filtrent dans des proportions différentes. Il y en a qui filtrent vraiment les rayons ultraviolets. Et ces crèmes-là, alors, ont un inconvénient, c'est qu'elles coûtent très cher. C'est vendu au Congo aussi? Elles sont vendues au Congo. En pharmacie? En pharmacie.
On peut aller chez Jagger, demander son produit. C'est quel type de produit? Ben, il y a plusieurs laboratoires qui font. Par exemple, on ne fait pas de pub, hein? Non, on bon, fait pas c'est juste, bon, c'est juste pour, on est là pour sensibiliser. Oui. Hein. Alors, c'est quoi? Oui, par exemple, il y a le laboratoire Aven, il y a le laboratoire Pierre Fabre, il y a le laboratoire Roche-Posay. Tous ces laboratoires font des crèmes solaires. Mais le niveau de vie de notre population ne permet pas d'avoir toujours ces crèmes solaires. Alors, il faut aussi hydrater la peau parce que c'est une peau qui sèche beaucoup. Elle sèche tout le temps. Les lèvres aussi sèchent beaucoup. Il faut les hydrater avec des produits gras. Des produits tels que? Alors, quand on n'a pas d'argent, on peut utiliser de la vaseline. En Afrique de l'Ouest, les femmes utilisent du beurre de karité. Ah, le beurre de karité, oui. Mais il faut les protéger, les lèvres. Sinon, elles sèchent et puis elles se découpent. Alors, il faut aussi protéger les yeux avec des lunettes. Des lunettes de soleil? Des lunettes de soleil. Et puis, il y a des lunettes aussi de lecture qui doivent agrandir parce que beaucoup d'enfants rencontrent des problèmes scolaires. Professeur, quels sont les conseils que vous donnez aux parents qui ont des enfants albinos? Parce que ça, c'est important, ça. C'est très important. Oui, alors vous leur conseillez quoi? Alors, nous, on conseille la protection solaire avant toute chose. La protection solaire, et dès que l'enfant peut comprendre, il faut lui expliquer. Il faut que l'enfant comprenne que ce n'est pas une fatalité, mais qu'il ne faut pas qu'il s'expose au soleil. Alors, donc, tous les conseils dont nous avons parlé tout à l'heure, avec des horaires qu'on va respecter d'ensoleillement, il faut tout expliquer aux parents. Leur demander de ne pas utiliser d'antiseptiques, puisque les antiseptiques, c'est pour les microbes, et que là, dans l'albinisme, il n'y a pas de microbes. Hein. Pour se laver, il ne faut pas utiliser des savons antiseptiques. Au contraire, il faut utiliser des savons surgraissés, qu'on appelle des savons surgras. Si on n'a pas de savon surgras, on utilise un savon de Marseille, simple, sans qu'il soit mélangé et puis, il faut les hydrater. Oui, mais le savon de Marseille, on le trouve où? Dans les supermarchés? On les trouve dans les supermarchés. Mais la maman qui vit à Bouemba, elle fait comment? Mais il y a des savons... Et puis ma tante qui est à Ouesso là-bas, elle fait comment? Oui, mais il y a des savons de Marseille qui sont fabriqués en Afrique. Ils ne coûtent pas cher. C'est marqué savon de Marseille dessus. Simplement, comme dans la fabrication du savon, il y a de la soude, il faut simplement que le fabricant ne mette pas un excès de soude. Il faut que la quantité d'huile qui compose ce savon de Marseille soit équivalente à la quantité de soude. En fait, c'est ça qui fait les bons savons de Marseille, c'est-à-dire fabrication traditionnelle, et les autres savons de Marseille où on aura tendance à ajouter autre chose, à déborder un peu en soude. Mais si on met une proportion égale de soude et d'huile, n'importe quelle huile, hein, que ce soit de l'huile de palme, de l'huile d'olive, nous, on avait Save Congo à l'époque qui fabriquait des savons de Marseille. Mais il y a des savons qui sont fabriqués au Cameroun, en Côte d'Ivoire, etc., qui sont des savons de Marseille qu'on peut utiliser. S'il vous était demandé de leur expliquer en langue, que direz-vous aux mamans? Oui, en langue. En langue, oui. Oui, mais il faut savon et sani. C'est ça, savon. Ah, il y a oui, Nabilamba, et voilà. C'est tout. Oui, mais elles comprennent qu'on sait ça. Mais il y a Pembe, donc pas ce qui sera rouge. Pas Monganga. Pas Monganga, parce qu'on ne sait pas quelle quantité de soude ils mettent. Le Monganga, des fois, il est plus rouge, parfois orangé. Donc, ça veut dire que les proportions d'huile
de palme ou autres ne sont pas toujours les mêmes. Dans le savon de Marseille, le véritable, il faut mettre la même proportion. Voilà, mesdames, au côté français, donc faisons les sous lingala pour maman. Oui. Olobini na maman. Oui. Ba pona nini, savon nini, c'est ça que. Oui, ba pona savon et sokola kabasani na bilamba. Oya pembe. Kozwa ba savon ba couleur mingi te. Oya pembe. Ça suffit. Pendant vos consultations des albinos, vous leur conseillez quoi à ces albinos-là, à ces malades-là? Oui, mais toujours la protection solaire d'abord. Vraiment, c'est vraiment la chose la plus importante. Et puis, dans les autres pays, dans les pays développés, le protocole national qui s'occupe des maladies génétiques demande que les albinos aient 2 consultations obligatoires par an. C'est obligatoire, c'est gratuit. Et au cours de ces consultations, justement, on parle du risque d'ensoleillement, parce que là-bas aussi, en été, tout le monde veut s'exposer. Et donc, c'est la canicule. Oui, et donc il faut que les personnes porteuses d'albinisme se protègent du soleil. Donc, il y a d'abord la protection solaire, mais ensuite, il faut expliquer qu'il y a une autre consultation à faire en dehors de ces 2 consultations. Cette consultation, elle doit intervenir dès qu'on a un problème de peau qui n'est pas passager, c'est-à-dire qui n'est pas banal ou qui est persistant ou qui est inhabituel. Il faut toujours consulter. Il ne faut pas essayer de soigner les lésions de la peau. On conclut que cette maladie existe dans toutes les races. Oui. La race blanche, oui. il y a des albinos blancs. Oui. Et comment on les reconnaît? Mais on les reconnaît. C'est vrai que c'est plus difficile, mais on les reconnaît aisément. Il faut dire que dans la race blanche, c'est-à-dire celle des Caucasiens, il y a plusieurs types de phototypes. Et donc, il y a des phototypes qui sont assez proches de ces hypomélanoses. C'est, par exemple, le phototype le plus clair que là-bas on appelle roux. C'est un phototype qui a les mêmes problèmes quasiment que quelqu'un. Les rouquins, ce qu'on appelle communément les rouquins. Oui, parce que c'est un phototype très clair. Et ils ont les mêmes problèmes que les personnes qui ont un défaut de mélanine. Ah bon? Et puis après, il y a les gens qui sont blonds, et puis les gens qui sont châtains, et ça va jusqu'aux Caucasiens qui ont les cheveux noirs, qui bronzent plus facilement, parce que dans les premiers phototypes, chaque fois qu'on va au soleil, on rougit, on ne bronze pas. Au contraire, on rougit, parce qu'on se brûle. Professeur, y a-t-il des pays plus touchés que d'autres dans le monde par l'albinisme? Oui, sur le plan international, sur le plan mondial, selon les types d'albinisme, on peut avoir un cas pour 800 habitants. Ça existe par exemple à Porto Rico. Mais la plupart du temps, en Afrique, par exemple, l'albinisme la plus fréquente en Afrique touche un cas pour 8500 habitants. Mais il y a des albinismes, par exemple l'albinisme qui est lié au chromosome X, c'est plus rare, ça peut aller de 1 cas pour 250 000 habitants. Donc c'est vraiment variable. À l'intérieur d'un groupe, c'est vraiment variable, mais donc il faut compter pour les formes les plus fréquentes selon certaines régions, à peu près 1 pour 1500 habitants. En Afrique, à peu près 1 sur 8500 pour la forme oculocutanée de type 1, par exemple. Alors, professeur, dites-moi un peu à quoi ressemblerait le succès pour vous dans le cadre de votre spécialité? Oui, merci.
Je pense qu'il ne faut pas parler de succès parce que ce n'est pas une starisation, ce n'est pas pour être star. Il faut parler d'une réussite. Ah, vous êtes une star ce soir, vous passez à l'émission Carrefour. Si vous voulez, mais il y en a qui peuvent peut-être passer plus souvent. C'est vrai que l'émission Carrefour, c'est une bonne émission qui est très suivie dans le monde. On en a les échos, merci. Et puis ça aide les gens à comprendre un peu ce Et alors, c'est quoi le succès pour vous dans le cadre de votre spécialité, la dermatologie? Oui, la réussite serait de faire connaître la dermatologie déjà. Parce que, contrairement à ce que les gens croient, il y a des patients, beaucoup de patients, qui ne consultent pas un dermatologue quand ils ont des problèmes de peau. Comment ça? Il faut de l'automédication alors? Ils font de l'automédication ou ils consultent des médecins qui ne sont pas dermatologues parce qu'ils se disent que c'est assez accessible, ou ils consultent en pharmacie. Ça, c'est fréquent. Ils vont directement demander aux pharmaciens ce qu'ils peuvent faire. Et maintenant, c'est pire parce qu'ils passent par Internet. Donc, ils viennent vous raconter des choses effroyables qu'ils lisent sur Internet, des mélanges qu'ils font, des choses qui s'appliquent qu'on ne devrait pas s'appliquer, parfois compliquant la maladie. Donc, faire connaître la dermatologie, ça serait bien. Et puis, rendre l'albinisme plus compréhensible, même pour le personnel de santé, ça serait aussi bien, parce que bon, ce sont nos concitoyens, ce sont nos frères, et je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait encore des poches de rejet, des poches d'incompréhension, parce que ça ne serait pas bien. La troisième chose, c'est de savoir ce qui se passe au niveau des infections sexuellement transmissibles. Parce que ça aussi, les gens ne savent pas qu'ils doivent consulter les dermatologues. Et les gens oublient qu'on est gynécologue. Ils oublient qu'on est vénérologue. Ils voient toujours les gynécologues. Mais je pense qu'on devrait travailler ensemble parce qu'il y a des choses... Oui, parce qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant aussi. Ils ne savent pas. Donc, voilà. Donc, ça serait ça votre réussite? Oui, ça serait vraiment bien. Ça serait vraiment bien. Ça serait un succès pour tous les dermatologues. Voilà. Et vous ne communiquez pas assez? Nous ne communiquons pas assez. Oui. Ça, il faut le reconnaître. Mais on va essayer avec votre aide. Est-ce qu'on a un pourcentage important de dermatologues au Congo? Au Congo, nous avons 10 dermatologues. C'est tout? C'est tout. Mais... combien à Brazza, combien à Pointe-Noire, combien à Dolisie? C'est tout ça aussi la difficulté. Oui, il y en a 7 à Brazzaville et puis 3 à Pointe-Noire. Mais donc, les autres départements n'ont pas de dermatologue. Donc ma tante à Ouesso, si elle a un problème de peau, elle va chez le pharmacien. Oui, elle va chez le médecin déjà qui est là. Mais on a des adversaires, on a les tradipraticiens. Ah, ce n'est pas tout à fait des adversaires, mais dans certains cas, ils le deviennent. Oui, oui, c'est bien la médecine traditionnelle, mais quand elle est exercée... Rationnellement? Oui, rationnellement. Oui. Et rationnellement, c'est comment la médecine traditionnelle quand elle est bien exercée? C'est-à-dire que déjà, il ne faut pas le faire pour de l'argent. Il faut le faire gratuitement? Non, pas gratuitement. Mais ça, ce n'est pas seulement pour eux, c'est vrai aussi pour nous. C'est-à-dire qu'il faut avoir de l'empathie pour les patients. Parce que dans le cas, par exemple, de l'érésipèle, que vous connaissez, puisqu'on en a parlé, qu'on appelle le mbassou ici. Non, c'est le mwanza. Mais c'est pareil. Quand ça touche la jambe... Le nom le plus courant, c'est le mwanza. Mais quand ça touche la jambe, actuellement, les gens disent mbassou, hein, ils ont un peu oublié. Alors, dans ces cas-là, vous savez que les consultations vont jusqu'à 700 000, 800 000 hein, chez les tradipraticiens pour des Congolais. C'est-à-dire la moyenne, c'est 350 000. Il y en a qui font sûrement moins cher. Et puis, il faut qu'on collabore, que les tradipraticiens sachent
que ce sont des maladies pour lesquelles on a fait beaucoup de découvertes. Oui, mais quand on n'a pas trouvé la solution chez le dermatologue, on va où? Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir de solution à tout, mais ce qui se passe, c'est l'inverse. C'est que les gens nous viennent du milieu traditionnel. C'est l'inverse qui se fait. Ah oui, c'est plus l'inverse qui se fait. Hein. Donc, et parfois, donc, les gens arrivent au stade de complications et puis ils arrivent quand ils ont déjà dépensé tout l'argent. Et à ce moment-là, ben, c'est l'hôpital qui prend, quoi. Sur une peau noire, les taches blanches sur une peau noire, c'est quoi comme pathologie, ça? La tache est nous on appelle ça une lésion élémentaire, ça veut dire le signe que tout le monde voit. C'est ça la lésion élémentaire. Donc la tache n'est qu'un signe, mais quand il est sur la peau, évidemment tout le monde voit. Oui. Alors la tache... Sur le visage, oui. Sur les bras... La tache, elle peut être claire, elle peut être moyennement claire. Elle peut ne pas avoir de pigments, elle peut être moyennement prenons une tache claire. Une tache claire. Sur une peau noire. Sur une peau noire, oui. Alors, il y a plusieurs raisons. Hein. Il y a des raisons immunologiques, il y a des raisons génétiques, et puis il y a des raisons qui sont infectieuses, et surtout, il y a des raisons toxiques. C'est-à-dire que si on utilise des produits, par exemple, à base de benzène, de pétrole, par exemple, les gens ne savent pas que l'hydroquinone et ses dérivés, c'est des dérivés du pétrole. Et ça peut vous donner à la longue des taches. Mais il y a des taches aussi qui sont génétiques et puis que les médecins appellent idiopathiques. C'est-à-dire, nous on dit idiopathique quand on n'a pas encore trouvé. Ces taches-là, ça peut survenir. Elles sont petites, souvent au niveau des jambes. Il ne faut pas craindre que ça se développe complètement. Ce sont des taches ethniques, on dit. C'est-à-dire ce sont des taches du sujet de race noire. Donc, ce que je veux dire, c'est Oui, mais comment on peut y remédier? C'est ça, justement. Comment on peut arrêter ça? Tout ce qui est génétique, actuellement, on ne peut pas toujours effacer. Oui. Alors, par contre, on peut lutter contre un vieillissement précoce de la peau. Vous savez qu'avec tout ce qu'on utilise comme produit de beauté, la peau, elle vieillit encore plus vite. Donc, en ralentissant, on a moins les signes de l'âge. Et ces taches-là, parfois, viennent avec le temps. Vous conseillez quoi à ces femmes-là qui se teintent, qui utilisent des produits à base d'hydroquinone? L'hydroquinone n'est plus vraiment utilisé, hein, c'est rare, sauf quand les gens ne savent pas que c'est l'hydroquinone. L'hydroquinone a vraiment mauvaise presse. Ça, les gens ne le savent pas. Mais les gens utilisent d'autres types de produits hein, maintenant. Aussi dangereux. Dangereux. Ou moins parfois moins dangereux. C'est le cas, par exemple, des produits à base de plantes, les acides de fruits. Les acides de fruits sont pas dangereux, comme l'hydroquinone, mais c'est ça qui nous donne des troubles pigmentaires sur les endroits qui sont exposés au soleil, notamment le visage. Et c'est ça qui peut nous donner des taches noires, parce que ces zones-là, en les exposant au soleil, en fait, ces plantes qui sont des acides de fruits attirent le soleil. Et donc, elles brûlent les endroits les plus exposés où la peau est la plus fine. C'est le cas du pourtour des yeux et c'est le cas du front. Donc, ce sont les zones qui vont d'abord se brûler, donc d'abord rougir, et puis après, en cicatrisant, elles noircissent. Alors, vous conseillez quoi à ces femmes-là? De rester noires, alors? Restons noirs, hein, oui, mais ça, c'est tout. Non, mais ça, c'est un choix. Il ne faut pas non plus, parce que c'est pas parce que... Oui, mais en tant que médecin. En tant que médecin, voilà. J'ai déjà conseillé à des personnes d'arrêter, parce que ce qu'elles avaient à gagner était plus important en arrêtant. Mais je ne le dis pas à tout le monde, parce que sinon je vais choquer les gens. C'est-à-dire que, bon, elles sont libres
de faire à partir du moment où elles sont adultes, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent, mais il ne faut pas qu'elles se détruisent en le faisant. Vous savez, actuellement, elles sont aux injections, hein, injections de cortisone, ce qui est plus catastrophique. Parce que là, ça touche les reins. Ça touche les surrénales, ça donne l'hypertension, ça donne le diabète. La cortisone, c'est quelque chose qui peut vous briser les os parce que ça va les décalcifier. Donc ça, c'est quand même plus grave. Hein, et ça donne des très grandes vergetures, la peau s'infecte plus facilement. Or, dans les produits à base d'hydroquinone ou d'acide de fruits, les gens ajoutent toujours un peu de cortisone. Ce qu'elles ajoutent, les lotions ou les crèmes ou les gels, c'est de la cortisone. Je disais un jour à un journaliste, mais comment vous faites pour incriminer l'hydroquinone alors que l'hydroquinone n'est pas utilisée seule? On ajoute toujours quelque chose pour augmenter l'effet du blanchiment. Donc, et actuellement, ils ont le glutathion, elles s'injectent pour 1 500 000 pour les plus... C'est une lutte. Alors, les injections, c'est tous les combien? Je ne sais pas tout à fait. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on voit dans la littérature. Parce que comme ça coûte relativement cher, ce n'est pas encore répandu tout à fait chez nous, mais nous avons des propositions de patients qui nous demandent de les aider à se faire injecter. Et bien sûr, des propositions que nous refusons. Il y a une patiente qui a demandé à 2 de mes collègues, puis à moi, de l'injecter pour 1 500 000 francs. Elle avait le produit. Mais rien que l'injection, nous, on lui a dit qu'on ne faisait pas ce genre de choses. Mais vous pouvez se faire injecter par n'importe quel médecin. Mais je pense qu'elle se sent mieux mentalement si c'est un dermatologue comme ça. Ben, au moins, elle sait à qui mettre les menottes un jour. Donc, vous avez prévu quoi pour la journée mondiale de l'albinisme? Oui, nous allons restituer le travail que nous avons fait pendant une semaine. Nous allons restituer ce travail pour dire un peu ce qu'on a pu constater et ce qu'il faudrait faire dans l'avenir, parce que nous voulons réitérer ces dépistages chaque année. Si on peut le faire 2 fois par an pour copier un peu ce qui se fait ailleurs, ça serait bien. Mais une fois, ça serait déjà bien parce qu'il y a, dans les patients que nous interrogeons en ce moment, moins de 1% qui ont consulté les dermatologues depuis leur naissance. Donc ça, c'est vraiment grave. C'est vraiment très grave parce qu'ils nous disent que ça coûte cher et tout. En fait, il n'y a que les gens aisés qui ont pu voir des... Bon, dites-moi un peu, non, pour être franc, hein, honnêtement, une consultation chez un dermatologue, c'est combien? Oui, c'est 15 000 actuellement en moyenne. Donc ça peut aller de 10 000 à 15 000. C'est 15 000 en moyenne. Pour une consultation? Une consultation. Ah ouais, mais c'est plusieurs repas pour une famille. Oui, tout à fait, on comprend bien. Ah, oui. Mais on va travailler, nous sommes déjà en train de travailler avec l'association Johnny Chancel. Oui. Oui, et qui fait déjà beaucoup. Qui fait beaucoup, oui. D'ailleurs, il faut que je le reçoive un jour. Oui, ça serait bien. Ça, c'est une promesse, oui. Oui, ça serait bien. Oui. Cette association s'occupe vraiment bien des... Oui, je suis ça dans les médias. Oui, personnes. Il faut que je fasse ma part. Nous, on a pu le vérifier en étant avec lui, en voyant ce qu'il fait. C'est vraiment bien ce qu'il fait pour les personnes porteuses d'albinisme. Votre dernier mot ou des conseils aux populations? Oui, ça serait bien que les populations ne rejettent pas les personnes porteuses d'albinisme pour quelque raison que ce soit. Il faut qu'elles sachent que c'est génétique. Les maladies génétiques, il y en a beaucoup.
il y a la drépanocytose, et puis il y en a beaucoup. Qu'il n'y a pas de sorcellerie Il n'y a pas de sorcellerie derrière cette pathologie. Il y a rien du tout de tout à fait bizarre, c'est naturel. Donc c'est un accident qui arrive comme ça. Le seul problème, c'est que c'est voyant. Peut-être, en tout cas, les gens dans notre culture africaine, tout ce qui est voyant, c'est toujours un problème. Hein. C'est pas seulement la dépigmentation, mais c'est le cas même des boutons après qui sont étiquetés Mwanza, où on parle d'esprit et tout. C'est culturel, mais il faut qu'on avance avec le monde. Il faut qu'on change et il faut comprendre que parmi les personnes porteuses d'albinisme, il y a beaucoup de personnes vulnérables. Beaucoup de personnes vulnérables. J'ai rencontré ces 7 derniers jours des enfants qui ont été abandonnés à leurs grands-parents ou des enfants qui n'ont pas pu aller à l'école parce qu'ils subissaient vraiment des moqueries de la part et même des enseignants qui ne savent pas toujours que les enfants doivent se mettre dans les premières tables. Oui, parce qu'ils ont un problème oui, de parce vue. qu'ils ont un problème pour accommoder. Mais ça, c'est aussi à nous de le dire. Je pense qu'il faut qu'on prenne des lois. Les enfants font l'éducation physique et sportive en plein soleil. Peut-être qu'il faut trouver un moyen de faire des polycopiés, des fascicules pour qu'ils fassent l'éducation le sport à l'oral, et puis qu'ils n'aillent pas s'exposer au soleil pour faire le sport. Il faut vraiment... un régime spécial pour eux. Oui, un régime spécial pour eux, mais je pense qu'avec... on va voir avec les différents ministères de l'enseignement, de la santé, on va voir ce qu'il faut, du travail même, parce que ce sont des gens qui ne doivent pas travailler en plein jour. Nous avons rencontré des gens qui font des transferts de monnaie, des transferts de crédit, donc qui sont toujours au soleil, des vendeuses et tout. Donc il faut vraiment revoir toute cette situation pour qu'ils aient un confort. Et puis les aider à avoir des consultations gratuites. Nous, je peux parler au nom de mes collègues, les dermatologues, nous avons fait le serment. Vous êtes 10. Oui, 7 à Brazzaville, 3 à Pointe-Noire. Oui, mais nous avons fait le serment de faire 1 à 2 consultations gratuites chaque année, juste avant la journée de l'albinisme, c'est sûr, et puis à un autre moment. Nous allons faire des consultations gratuites parce que si on dépiste une lésion de cancer qui débute, on n'a pas besoin de chimiothérapie, de chirurgie après. On n'a pas besoin de gros traitements. Voilà, donc, quand c'est dépisté à temps. Oui, quand c'est dépisté à temps. Donc 1 ou 2 fois dans l'année, si on fait des consultations gratuites grâce à un appel radio comme on a fait cette fois-ci, je pense qu'on aura moins de cancers parce que, croyez-moi, nous avons travaillé avec le professeur Gombe Balawa et Madame Paix à son âme et Madame Ntsonde Malonda. Nous avons fait un article sur les cancers chez les personnes porteuses d'albinisme, les personnes noires, mais les résultats n'étaient pas très bons. C'était des sujets jeunes et qui ont fait des cancers mortels qu'on a découverts vraiment à des moments tardivement. Voilà. Appel entendu, j'espère. J'espère. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci, professeur, pour votre disponibilité. Merci pour vos conseils. Merci. Je vous dis à la prochaine. Vous êtes chez vous, ici, à Carrefour. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Allez, je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci. Merci.